C'est dans sa musulman, son nom est devenu trésor. Yeah, son nom est devenu Africa TV, oh, son nom est devenu trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu Trésor. Alandile, oh, son nom est devenu Trésor. Abayode, oh, son nom est devenu Trésor. Et Ilago Paulin, son nom est devenu Trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu Trésor. Faut pas gâter le nom d'Africa TV, oh. Sans trop gâter le nom d'Africa TV. Sans trop gâter le nom de Montoyo Alan. Sans trop gâter le nom de Lago Poulin. Nye ton nom est devenu Trésor. Nye ton nom est devenu Trésor. Qui va continuer à vous poser ces questions. Alors, Monsieur Mangou, nous reprenons. Et nous en étions à cette offensive de mars, n'est-ce pas? Et au moment où l'armée du Nord atteint Abidjan. Alors, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, je vais vous demander de clarifier cela pour nous tous ici. Le gros de l'armée du Nord atteint Abidjan à la toute fin du mois de mars, est-ce que c'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Est-ce que cette armée se met alors, une fois arrivée à Abidjan, à attaquer les positions de l'armée gouvernementale ou du FDS en général? Je ne saurais vous le dire, j'étais à l'ambassade. D'accord. Sorry, your microphone was on. Monsieur McDonald, excusez-moi, votre microphone n'était pas éteint, Monsieur le Président. J'étais en train d'indiquer. Le Président, oui, non, mais je l'ai entendu moi-même, donc je l'ai éteint. Alors, monsieur, maintenant nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Je voudrais savoir ce qu'il se passait à l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière synthétique bien sûr, quelle était la situation à l'ouest du pays après le second tour des élections présidentielles de 2010? Donc, après le second tour des élections présidentielles, il faut dire que toutes les populations de Côte d'Ivoire attendaient avec impatience la proclamation des résultats. Donc, à l'ouest, ils ne nous ont pas signalé d'incidents particuliers. D'accord. Alors, quand, là vous nous dites après le deuxième tour, pas d'incident particulier, mais quand la situation a-t-elle commencé à dégénérer? On est à l'ouest du pays toujours, hein? Je crois que c'est à l'issue de la proclamation des résultats que la situation a commencé un peu à dégénérer. D'accord. Alors, j'aimerais vous montrer un document dont les références sont CIV OTP 0071 06 42. C'est le 811 sur la liste de l'accusation de la défense. Et c'est un document classé confidentiel, mais dont nous pensons, Monsieur le Président, qu'il pourrait être public, comme les documents précédents. Et je vois mon contradicteur de l'accusation qui accepte la reclassification en public. Et nous disposons d'une copie papier pour le témoin.
Alors, Monsieur Mangou, regardez tranquillement le document, et puis je vais vous poser quelques questions. Alors, vous l'avez vu? D'accord. Alors, ce document est construit sur le même modèle que les documents précédents que je vous ai montrés. Un message du chef d'état-major des armées adressé au ministère de la Défense et les mêmes entités ou institutions en copie sur lesquelles nous ne revenons pas. Ma première question, est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, maître, je le reconnais. D'accord. Alors, ce document fait état, à la page 0644, c'est-à-dire à la dernière page du document, d'une attaque menée le 6 mars 2011 aux environs de Toulepleu par une, et je cite, coalition de rebelles, entre parenthèses, Sierra-Léonais, Libériens, Burkinabés. Fermez la parenthèse et fin de citation. Alors, concernant cette attaque, est-ce que vous vous en souvenez? Effectivement, je m'en souviens. C'est la position de nos amis, enfin de nos troupes qui étaient à Toulepleu, qui a été attaquée. Est-ce que vous avez des informations sur d'autres attaques de ce type qui auraient été commises à l'ouest du pays à peu près à la même période? Indépendamment du cas de Bellevue et de Toulepleu signalé, Bellevue, il faut noter, c'est dans la région centre-ouest, à Daloa. Toulepleu, c'est à l'ouest. Indépendamment de ces localités signalées, je n'ai pas d'autres connaissances. D'accord. Alors, dans ce même document, si vous prenez la première page, est-ce que vous voyez le primo? Oui. Alors, est-ce que vous parvenez à lire ce qu'il y a marqué? Oui. Alors, je vais le dire pour le compte-rendu, et vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, je vais citer le primo, je cite groupement centre-ouest, ce jour 6 mars 2011, Alpha 4 heures, début de l'opération baptisée Aube destinée à reconquérir Belleville. Et là, monsieur, j'ai du mal à lire ce qu'il y a entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ah, au nord-ouest de Daloa, est-ce que c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, vous voyez, ma question, c'est que là, on n'est plus vraiment à l'ouest. Donc est-ce qu'à ce moment-là, le 6 mars, il n'y avait-il pas déjà une partie du pays, notamment à l'ouest, mais pas seulement, qui était occupée par les forces du Nord? Ou, pardon, je vais peut-être préciser,
qui étaient au moins attaquées par les forces du Nord? Alors, ici, Bellevue, c'est une de nos localités, hein. Elles appartiennent bien aux forces de défense et de sécurité. Il faut dire qu'à un moment donné, l'ennemi y a mis pied. Et là, nous avons essayé de reconquérir Belleville. Mais quand nous sommes arrivés à Belleville, effectivement, il n'y avait pas d'ennemi. Donc, nous avons pu récupérer et sécuriser Belleville. Donc, au début mars, effectivement, comme souligné dans le message ici, à tous les pleux, il y a eu attaque. Il y a eu attaque et nos éléments qui repliaient en direction de Diokwe, arrivés dans un village, ont été pris à partie par la population. Et la population a retiré leurs armes. Donc, si l'accusation se souvient bien, elle avait dit qu'on avait remis les armes aux civils. Non, les armes n'ont pas été remises aux civils. C'était la population qui, face au repli de nos hommes, ne voyait pas comment la manœuvre s'effectuait, donc qui a récupéré ses armes. Et nous sommes passés par les cadres de tout le pleu. On a réglé le problème et ils ont pu remettre les armes à nos hommes. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous m'arrêtez hein, si je ne suis pas fidèle à ce que vous avez dit, c'est que devant la menace, si je puis dire, d'un retrait des soldats qui les protégeaient, la population a voulu prendre des armes leurs armes pour se protéger. Est-ce que c'est ça? Oui, la population était exaspérée que nos éléments replient. Donc, ils ont dit, ben, si vous ne pouvez pas, nous, on prend les armes. Mais en fait, le problème a pu être réglé avec l'appui des cadres et nos éléments ont repris position. Donc, vous êtes revenu et vous avez récupéré ces armes, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, je passe à un autre point. Alors, vous vous souvenez que vous nous avez expliqué quelle était que l'offensive de février sur Abobo avait suivi 2 axes. Vous vous en souvenez? Il faut dire oui si vous vous en souvenez, parce que comme ça, c'est au compte rendu. Oui, je laisse passer quelques minutes, comme l'a recommandé le président. Vous avez raison. Sinon, effectivement, oui, je m'en souviens. D'accord. Et vous nous avez dit que les soldats qui avaient avancé sur l'un des axes, ceux qui avaient avancé sur l'axe kilomètre 18, PK 18, ont reculé du rond-point d'Abobo au camp commando, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Et vous avez précisé, c'est dans les transcrits français édités du 26 novembre 2017, page 75, ligne 25, plus exactement 24, à propos de ces éléments venus au camp commando, vous avez précisé, je vous cite, donc, c'est du camp commando où ils étaient que, chaque jour, ils subissaient des attaques, ils ripostaient, et ça parce qu'on n'a pas voulu laisser la population, faire croire à la population qu'on l'abandonnait. Donc on a dû maintenir les éléments en espérant qu'on nous fournisse des armes, des munitions, et ce n'est pas venu. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les attaques que subissait le camp commando? Quel type d'attaque? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, normalement, une unité qui s'est déployée et qui est repliée, normalement, ne devait pas se mettre dans cette position. Mais on l'a fait parce que, comme je l'ai souligné, nous n'avions plus d'armes, nous n'avions plus de munitions. Et pour ne pas laisser la population, faire croire à la population qu'on l'abandonnait, on était obligé de mettre nos éléments au camp commando. Donc, ils étaient dans une position où l'ennemi, chaque jour que Dieu faisait, l'attaquait. Par moment même, on a reçu des comptes rendus de nos hommes qui étaient sur le terrain, avoir essuyé des tirs de mortier.
Donc, ils étaient attaqués à la Kalash, au RPG, et quelquefois, ils tuaient des tirs de mortier. D'accord. Alors, et les autres camps militaires d'Abidjan, par exemple Agban, Akwedo, etc., ont-ils aussi subi des attaques? Et on parle là de la crise post-électorale, hein, jusqu'en avril 2011. Est-ce qu'ils ont aussi subi des attaques? Il faut dire que quand nos éléments étaient à Bobo encore, aucun de ces camps n'avait subi d'attaque. C'est seulement, je crois, lorsque les éléments des forces républicaines sont arrivés à Abidjan, qu'Agban a subi des attaques. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces attaques? Par exemple, qui attaquait le camp d'Agban? Qui commandait l'attaque contre le camp d'Agban? Quel chef du Nord commandait l'attaque contre le camp d'Agban? Qui attaquait le camp d'Akwedo? Quels étaient les éléments qui attaquaient ces camps? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est des situations que je n'ai pas vécues. Je vous disais que j'étais en ambassade, mais c'est seulement des informations qui m'ont été données sur l'attaque du camp de la gendarmerie. Et ces informations comportaient-elles le nom des chefs des attaquants et la composition de leurs troupes? Je n'ai pas le nom du chef des attaquants, mais j'ai plutôt le nom de celui qui a défendu le camp. Le nom du commandant Abéi qui a défendu le camp. Donc vous ne savez pas qui, ou plutôt sous quel chef du Nord les attaques contre le camp d'Agban ont été menées, ni sous quel chef du Nord les attaques contre le camp d'Akwedo ont été menées. Non. D'accord. Ces mêmes camps militaires ont-ils subi des attaques, cette fois-ci entre 2002 et 2010? Oui. Entre 2002 et 2010, nous avons subi plusieurs attaques. Il y a eu l'attaque du camp d'Akwedo, le nouveau camp comme l'ancien camp, qui a été attaqué. Et puis après, bon, ça a été nos différentes positions qui ont été attaquées, mais ce n'était pas des camps, c'était plutôt des corridors. Il y a eu Noé qui a été attaqué. Il y a eu à Bouville qui a été attaqué. Il y a eu une tentative d'attaque au niveau d'Abangourou. Il y a eu la gendarmerie d'Anyama qui a été attaquée. D'accord. Donc ça, ces attaques se sont déroulées entre 2002 et 2010, c'est ça que vous dites? C'est bien ça, maître. Et qui attaquait toutes ces positions des FDS? Est-ce qu'on peut dire, même si le terme n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi, mais est-ce qu'on peut dire c'est les rebelles? Ou ce sont les rebelles, puis des éléments des forces du Nord? Enfin, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus? Oui, effectivement, je le confirme parce que dans l'attaque de Noé, on avait fait un prisonnier, un certain Koné Pignon, qui initialement servait dans la zone de Boisflé et au-delà, et qui ce jour-là a été fait prisonnier, donc on a su que c'était eux qui nous attaquaient. Est-ce que vous pouvez nous donner... Ah, pardon. It's not an objection. Monsieur McDonald, ce n'est pas une objection, c'est juste une question de traduction. Car visiblement, il y a quelque chose qui fait défaut dans la version française et anglaise. Le nom du commandant qui défendait le camp Agban a été donné, mais ce nom ne figure pas dans les comptes rendus d'audience. Le président, d'accord, nous pourrions donc demander aux témoins de nous donner le nom de cette personne pour que cela puisse figurer dans les deux comptes rendus d'audience. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit du commandant Abéi. J'appelle Abéi. Alpha, Bravo, Echo, Hôtel, India. Plus loin,
Jean-Noël. Merci, monsieur. Dans la même veine, vous nous avez cité le nom d'un prisonnier qui n'a pas été tout à fait transcrit. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous épeler son nom, s'il vous plaît? Donc, il s'agit de Koné Pignon. Koné Kilo, Oscar, November, Echo. Plus loin, Pignon, Papa, India, Golf, November, Oscar, November. Merci, monsieur. Alors, ces attaques-là ont été dirigées par des commandants, bien entendu. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certains d'entre eux? Et on parle des attaques de 2002 à 2010, cette fois-ci. Les attaques menées par les commandants de l'armée du Nord, bien sûr. Non, je n'ai pas de nom. Généralement, quand une attaque se produit, quand on n'a pas fait de prisonniers, c'est difficile de savoir qui sont ceux qui ont attaqué. Mais en analyse, quand on prend beaucoup de recul. C'est une analyse tactique que j'ai faite à mon niveau. À mon niveau, je me suis aperçu que cette attaque préparait déjà à l'époque l'action sur Abobo. Parce que dans un premier temps, ils ont cherché à voir les itinéraires possibles en passant par Noé. Ils ont eu beaucoup de pertes. On en a même fait des prisonniers. Ils ont ensuite essayé l'axe à Bangourou, une tentative qui n'a pas marché. Mais par contre, Akwedo, Anyama, Aboville a été l'axe de repli pour eux. Un axe de repli. Donc, dans ces différentes attaques, parce que généralement les attaques de ces gens prévoient déjà une attaque d'envergure, précèdent une attaque d'envergure. Et dans ces genres d'attaques-là, c'était pour voir l'itinéraire d'arrivée, l'itinéraire de repli, et si possible, analyser un peu le comportement de nos hommes, tester leur vigilance et tout, et de récupérer aussi le matériel militaire. Donc apparemment, c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Parce qu'avec l'installation du commando invisible, si vous revoyez le film indiqué tout à l'heure, ils ont tenté une première installation à Yopougon. Ils n'ont pas opté pour Yopougon parce qu'il n'y avait pas d'issue de sortie. Ils ont tenté Bingerville parce que Bingerville était enclavé. Donc, le quartier qui leur offrait plus de possibilités, c'était Abobo, avec possibilité de repli sur Aboville pour rejoindre l'autoroute et puis remonter vers le nord. Alors, que l'on comprenne bien, vous nous dites que le modus operandi du commando invisible en 2010-2011, pendant la crise post-électorale, était le même que celui des rebelles qui avaient attaqué entre 2002 et 2010, c'est ça? C'est possible. Il se pourrait même que ce ne soient pas les rebelles, comme vous le dites, les ex-Fafen qui ont attaqué, mais ceux qui devaient forcément s'installer à Abobo qui ont fait un ballon d'essai. D'accord, alors je vais reformuler ma question. Le modus operandi du commando invisible était le même que le modus operandi des forces du Nord, FAFN, entre 2002 et 2010,
dans l'attaque d'Abidjan, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, on va passer à un point un peu différent. Au cours de la crise post-électorale, 2010-2011, l'armée française a-t-elle attaqué l'armée gouvernementale ivoirienne? Oui, bien sûr. À l'issue donc d'une offensive que nous avons menée sur les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire, il y a eu la destruction du camp français, l'attaque du camp français. Et nous étions aux opérations. Nous avons dans un premier temps cherché à savoir ce qui s'est réellement passé. Ils nous ont empêchés d'aller à Boaké pour voir ce qui s'est passé. Et à l'issue... Si vous permettez, monsieur, je vous interromps parce que je crois qu'il y a un petit malentendu. Oui. Il me semble, et pardon si je me trompe, hein, mais il me semble que vous partez de 2004, là. J'ai cru entendre 2002. Non. Bon, alors c'est très bien. Il y avait donc malentendu. Je vais reformuler ma question. Okay. Ma question, les troupes françaises ont-elles attaqué les troupes gouvernementales ivoiriennes, les FDS, pendant la crise post-électorale de 2010-2011? On ne parle pas de 2002, on ne parle pas de 2004, vraiment 2010-2011. Quand j'étais encore aux affaires, il n'y a pas eu d'attaque. Alors, vous nous avez dit, en répondant à une question du représentant de l'accusation, c'est au transcrit français édité de l'audience du 25 septembre 2017, page 74, lignes 27 et 28, à la page 75, lignes 1 à 3, et je vais vous citer. Je me tourne vers les interprètes. Regardez vous-même comment les forces impartiales sont intervenues dans Abidjan. Elles étaient requises, elles ont utilisé les chars. Je vous ai dit que je suis spécialiste des élans, des engins Saguet avec télémètre laser, qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à une distance de 2200 mètres pour le canon, à une distance de 1200 mètres pour la mitrailleuse. Elles ont même utilisé des missiles téléguidés. Fin de citation. Alors, contre qui ont été utilisés ces engins Saguet, ces élans, ces missiles dont vous parlez? Merci, maître, je me rappelle très bien. Je répondais donc à une question de l'accusation qui me demandait si on devait utiliser des mortiers, s'il était permis d'utiliser des mortiers en ville. Donc j'ai dit, mais voyez comment les autres sont intervenus, parce que quand une armée est requise, elle intervient avec tous ses moyens. Alors, parlant des engins, des élans, c'était plutôt contre la population, les tirs effectués à l'hôtel Ivoire contre la population, c'est avec des chars qui ont tiré, les mitrailleuses des chars qui ont tiré. Donc, je me référais à ça. Et puis, les bombardements qu'il y a eu lieu dans Abidjan, c'était avec des missiles. Alors, je vais vous poser des questions parce que je crois que là, vous revenez à 2004. Donc, je vais vous poser des questions sur 2004. C'est pas un problème. Donc, vous avez dit à l'instant, les bombardements dans Abidjan, c'était avec des missiles. Et juste avant, à l'instant, vous avez dit il y avait des mitrailleuses de chars qui ont tiré. Voilà, alors vous avez dit deux choses. Alors, prenons-les par ordre. Mitrailleuses de chars, donc vous voulez dire français. Français. Qui ont tiré sur qui, sur quoi? Sur la population à partir de l'hôtel Ivoire, en 2004. Il y a eu des morts? Oui, il y a eu de nombreux morts. De nombreux morts, je dis, pour les besoins de l'enregistrement. Et ensuite, vous avez dit les bombardements dans Abidjan, c'était avec des missiles. Alors,
C'était quoi ces bombardements? Quels missiles? À quelle occasion? Dites-nous un tout petit peu plus qu'on comprenne ce que vous dites. Alors, pour le bombardement, c'était le palais présidentiel, la résidence du président. Parce que quand on bombarde au missile téléguidé, il y a toujours, on a dû le voir après, quand on est passé, il y a toujours des filaments. Donc, les filaments ont montré que ça a été fait au missile. De même, quand mon PC, au niveau de Yamoussoukro, a été bombardé avec la destruction des aéronefs qui étaient parqués sur le terrain, ça a été fait avec des missiles. Donc, le lendemain, vous retrouvez les missiles qui sont là, les filaments des missiles qui sont là, on reconnaît que c'est fait avec des missiles téléguidés. Donc, pour qu'on comprenne bien, ces missiles téléguidés français sont des missiles qui sont d'une certaine manière rattachés, enfin qui sont, je ne sais plus quel est le terme, vous l'avez probablement. Des filaments. Un filament, c'est-à-dire philo-guidé en quelque sorte, c'est ça. Voilà, qui pend après. Une fois que la charge est partie, il y a les filaments qui traînent et on sait que c'est avec les missiles téléguidés. Yes. Le président. Oui, je vous rappelle une fois encore de bien vouloir parler lentement et de faire ensemble sorte que les voix ne se chevauchent pas. Je vous remercie. À l'instant que votre PC ou votre quartier général de Yamoussoukro avait été détruit par des missiles tirés donc par les troupes françaises, c'est ça? À cette occasion, en 2004. C'est ça que vous nous dites? C'est bien ça. D'accord. Alors, pourquoi les troupes françaises ont-elles détruit votre PC ou quartier général? Donc, ces troupes nous accusaient d'avoir bombardé leur PC au niveau de Bouaké. Donc, en réaction à ce bombardement, elles ont bombardé également notre PC et détruit nos aéronefs. D'accord. Quel était votre rôle à ce moment-là? Si je me souviens bien, en novembre 2004, c'était bien novembre 2004? C'est bien ça, maître. Alors, quel était votre rôle, votre position militaire? Donc, à ce moment, j'étais le commandant du théâtre des opérations. Là, effectivement, j'étais sur le terrain. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez autorisé une action contre le lycée, contre la position française qui était au lycée de Bouaké? Pas du tout. Pas du tout. L'objectif désigné aux pilotes, c'était, j'allais dire, le corridor qui se trouve à environ 400 km de l'École nationale des sous-officiers. Et 400 mètres de l'École nationale des sous-officiers. Si vous permettez, je vous arrête une seconde. Oui. Il faut qu'on comprenne bien. Et nous, évidemment, on connaît moins bien les choses que vous. Donc, quand vous dites l'École nationale des sous-officiers, c'est quoi? C'est là où étaient basées les troupes françaises? Non. Les troupes françaises étaient dans un collège. Un collège qui est environ, qui est situé en gros à 2 km sud de l'École nationale des sous-officiers. Et là, vous avez l'École nationale des sous-officiers qui se trouve en face de la piscine municipale. Et le corridor de cette école-là est en gros à 500 mètres de là. C'était l'objectif qui a été désigné, un objectif militaire. Alors, si vous permettez une seconde. Donc, vous mentionnez cette école des sous-officiers. Pourquoi? Parce que c'était une position, à l'époque, on les appelait, je crois, rebelles. Donc, une position rebelle, ou parce que c'était le début des lignes rebelles. Quelle est la raison pour laquelle vous mentionnez cette école? Non, je mentionne cette école pour justement vous faire voir le corridor par rapport à l'école. Parce que là, comme on n'a pas de carte sous les yeux, je prends un point qui est connu, et à partir de ce point, je vous indique le corridor. D'accord. Donc, l'objectif, c'était ce corridor, c'est ça? L'objectif, c'était ce corridor. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, au cours de la manœuvre, les instructions données aux pilotes, c'était ça, c'était cet objectif-là, bien précis, avec des coordonnées bien précises. Et ce qu'on nous a ramené, hein, qu'on aurait bombardé par inadvertance le camp français. On a été très surpris parce que au camp français, il y a bien un drapeau, le drapeau français, donc qui marque même la présence de l'armée française, mais qu'en plus dans les conduites, les ordres de conduite que nous avons donnés à nos hommes, c'était de ne pas toucher aux forces impartiales, de ne pas s'en prendre à la population, et ça, tout le monde le savait. Donc, quand ils nous ont signalé qu'on a bombardé, on a voulu se rendre à Boaké pour voir par nous-mêmes comment ça a pu se produire. Ils nous ont empêchés. Ensuite, quand ils ont transporté les blessés à l'aéroport, par compassion et pour souhaiter un prompt rétablissement à nos frères d'armes, on a voulu aller à l'aéroport de Yamoussoukro pour les voir. Ils nous ont dit non. Le président Laurent Gbagbo a même demandé au commissaire du gouvernement de se rendre à Boaké en vue de mener des enquêtes. Ils ont refusé l'accès au commissaire du gouvernement. Donc, on n'a pas pu avoir l'information précise, voir ce qui s'est réellement passé. D'accord. Mais en fonction des informations à votre disposition, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont peut-être pas complètes, si je comprends bien ce que vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre position là-dessus? Quelle était votre position, puisque vous aviez un rôle? Alors, je dis, dans les opérations de bombardement, ça peut arriver. Que par mégarde, on bombarde. Même vous voyez les grandes puissances, comme les États-Unis et d'autres puissances, qui, en bombardant, par erreur, bombardent un hôpital. Mais le tout, c'est de marquer un arrêt et puis de mener l'enquête pour voir réellement ce qui s'est passé. Or, on ne nous a pas donné cette possibilité de savoir réellement ce qui s'est passé. Donc, nous sommes un peu perplexes. Et vous voyez tous les débats qui s'en suivent là-dessus en France. Voilà. On ne nous a pas permis de nous rendre sur les lieux pour voir effectivement ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et les pilotes qui ont fait le bombardement aussi, on ne leur a pas donné la possibilité de revenir au centre opérationnel pour que nous puissions débriefer avec eux. D'accord. Donc vous n'avez pas eu l'occasion d'interroger les pilotes, c'est ça que vous dites? Non, on n'a pas. Pardon. On n'a pas eu l'occasion d'interroger les pilotes. Et pour qu'on comprenne bien, parce que les Français vous l'interdisaient, c'est ça? Non, pas que les Français nous l'interdisaient. Le temps même de prendre contact avec nos pilotes, le Mi-24 qui s'était rendu à Sakassou pour une mission, dès qu'elle rentrait, elle a été prise à partir de l'aéroport. Donc, ce Mi-24 a été détruit à partir de l'aéroport. Et à 19h, au moment où nous aussi on s'attendait à recevoir nos pilotes, à 19h, le bombardement du PC a commencé. Donc, on n'a pas pu recevoir les pilotes qui, de Yamoussoukro, ont rejoint Abidjan. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, prise à partie par qui, monsieur? Généralement, quand nos avions reviennent, nos avions atterrissent à l'aéroport de Yamoussoukro pour pouvoir faire le refueling, les différents contrôles techniques. Mais stationné à l'aéroport de Yamoussoukro, un détachement de l'Icône, un détachement qui était basé là et qui avait pour mission aussi de veiller sur les aéronefs de l'Icône. Donc c'est ceux-là qui ont tiré sur nos hélicoptères. D'accord, donc prise à partie par des détachements français, c'est ça que vous dites? C'est bien ça. D'accord. Ils ont détruit les hélicoptères? Oui, alors dans les destructions, j'ai retenu quelque chose. Tous les hélicos Mi-24 et Puma qui étaient parqués sur le terrain d'atterrissage de Yamoussoukro, qui est juste mon bureau, de nuit,
ont été tous détruits. Tous détruits. Par contre, la destruction faite à l'aéroport, à la hache, ils ont détruit tous les Mi-24, c'est-à-dire tous les avions russes, et ils ont laissé le Puma, qui lui est de fabrication française. Voilà. Donc tout ce qui est russe, ça a été détruit. Le Puma français, ils l'ont laissé. À Yamoussoukro, il y avait aussi le Puma, un hélico français. Mais compte tenu de l'obscurité, et vu que tous les hélicos avaient pratiquement la même forme de nuit, les chats étant gris, ils ont détruit tous les hélicos. Mais à Yamoussoukro, de jour, ils ont détruit à la hache les hélicos russes et ils ont laissé l'hélico français. Quand vous dites ils, vous parlez des soldats français, c'est ça? C'est bien ça. D'accord. Et vous dites que le soir, vous avez été bombardé, c'est ça? Attendez. C'est ça? C'est bien ça. Par qui? Alors, le soir, c'est un hélico français qui, tout feu éteint, a commencé le bombardement. Moi, parce qu'on était très découragés par les nouvelles qu'on recevait de Bouaké, on cherchait à savoir. Donc, j'étais sorti du centre opérationnel, assis sur des marches. Quand on a levé la tête, on a entendu un bruit d'hélicoptère, mais tout feu éteint. Tout feu éteint. Le temps de réaliser que c'était un hélicoptère, le premier coup était déjà parti. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, donc ensuite, c'est là qu'a eu, qu'a eu lieu le bombardement. D'abord, le mitraillage de la population à l'hôtel Ivoire, c'est ça que vous nous dites. Je vais vous demander quand et dans quelles circonstances. Puis, ou peut-être avant, donc je vais vous demander quand aussi, dans quelles circonstances, il y a eu ce bombardement au missile dont vous parliez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les événements se sont, très rapidement, hein, comment les événements se sont déroulés? Il y a d'abord eu quoi? L'hôtel Ivoire, les missiles, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord le bombardement de mon PC. Ensuite, quand les jeunes ont appris que le PC a été bombardé, nos aéronefs détruits, ils ont commencé à manifester à Abidjan. Et l'icône s'était retrouvée à l'Ivoire, donc les jeunes sont partis là-bas. Et c'est là qu'on a tiré sur eux. Pendant que d'autres jeunes se rendaient au 43e, ils ont... Si vous permettez, monsieur, pour qu'on comprenne. Your Honors. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs, le président, Monsieur MacDonald, je voudrais faire la même objection que celle qui a été faite lorsque j'interrompais le témoin pendant sa réponse, quand bien même je l'ai fait après un exposé beaucoup plus long de la part du témoin. Je dirais que le témoin est en train de donner une réponse et qu'on l'interrompt pour lui demander des éclaircissements. Je le comprends, c'est important. Mais il faudrait lui donner la possibilité de donner une réponse complète. Le président, je dirais ce que j'ai déjà dit auparavant, et je le répète également aux témoins, vous pouvez dire tout ce qui vous semble nécessaire, personne ne peut vous interrompre, mais bien entendu, le flux des questions dépend de celui qui pose ces questions. Mais s'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, dites-le. Question. Vous venez de dire on. Alors je n'ai plus la. Je vous demande une seconde.
Voilà, vous venez de nous dire, avant l'intervention de mon confrère, vous venez de nous dire, c'est là qu'on a tiré sur eux. Alors vous parliez des jeunes, que on a tiré sur eux. J'essaie de structurer votre récit, hein, et comme l'a dit le président, vous dites, sentez-vous libre de dire ce que vous voulez dire, mais essayons de structurer en donnant les précisions nécessaires. C'est qui on? C'est là qu'on a tiré sur eux. Merci, Maître. Donc, je reprends la chronologie des événements. Mon PC a été bombardé par un hélicoptère français. Les aéronefs sur le parking du PC ont tous été détruits par 2 hélicos qui tiraient et qui se succédaient l'un et l'autre. Quand il y a eu cet événement, les jeunes, la population révoltée, a voulu se rendre au 43e BIMA. Et pour ce qui nous a été donné de voir à la télévision, une fois sur le pont de Gaulle, c'est les hélicos qui, de là-bas, ont essayé de les pilonner. Il y en a même qui ont sauté dans la lagune. La même scène s'est produite à l'hôtel Ivoire, où des chars français ont tiré sur des jeunes Ivoiriens. À l'issue de ces 2 événements, les chars français ont pris position dans tout Abidjan. À l'Ivoire, à l'aéroport, nos hommes ne peuvent même pas aller à l'aéroport. Donc, la zone Koumassi, 43e BIMA était coupée. Même sur l'axe de l'aéroport, ils avaient mis, comment on appelle, des conteneurs pour empêcher toute circulation dans ce sens. Quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées le 13 novembre. Donc, quand j'arrivais aux affaires, j'ai trouvé vraiment qu'à Abidjan, rien ne circulait. Tout était fermé par les Français. Nommé, j'ai voulu donc reprendre les choses en main et j'ai décidé d'aller voir le général Poncé, qui à l'époque commandait les troupes françaises. J'avoue qu'après le bombardement de mon PC et les chars qui occupaient toute la ville pratiquement d'Abidjan, disons Abidjan Sud, hein, puisqu'Abidjan Nord quand même c'était un peu, les gens circulaient. J'étais parti le voir, j'étais très 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 fâché. Donc je me suis dit que la rencontre allait être houleuse. Donc quand je suis allé, j'ai vu le général qui m'a dit, mon général, je sais que vous êtes un fils de pasteur. Avant que vous ne me donniez les raisons de votre visite ici, nous allons prier. J'ai été très surpris. Il a pris donc un Nouveau Testament, le Nouveau Testament. Il a pris un verset, il a lu, et à l'issue de la prière, il m'a demandé l'objet de ma visite. Donc je l'ai remercié pour la prière qu'il a faite, et je lui ai dit que je venais d'être nommé chef d'état-major des armées, que mes hommes ne peuvent pas travailler parce qu'il y a des chars français un peu partout, et que je souhaiterais que ces chars regagnent leur caserne afin de nous permettre de travailler et de permettre à la population de circuler dans de bonnes conditions. Donc quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bon, mais il m'a félicité pour ma nomination. À l'époque, j'étais colonel-major. Et il m'a dit, mon colonel, ça va se faire, mais je souhaiterais que vous puissiez assurer la sécurité des déplacements de nos hommes pour que les jeunes patriotes ne s'en prennent pas aux chars ou même que la population ne s'en prenne pas aux chars français. Donc, je lui ai donné cette assurance et c'est ainsi que nous avons ensemble arrêté un plan d'évacuation et on a retiré progressivement les chars de la ville. Voilà comment ça s'est passé. Et juste pour préciser les choses, vous parliez de bombardements de jeunes et de populations qui traversaient le pont Charles de Gaulle, donc bombardement par des hélicoptères de quelle nationalité? Français. D'accord. Ils ont donc bombardé les personnes qui étaient sur le pont, c'est ça?
C'est bien ça, maître. Y a-t-il eu des morts? Oui, il y a eu des morts, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. D'accord. Et vous avez parlé de l'hôtel Ivoire, donc c'est un autre incident, n'est-ce pas? C'est un autre incident également. Et là, pour que ce soit clair, les troupes françaises ont tiré la mitrailleuse sur la population, c'est ce que vous dites? Pardon? Et là, pour que ce soit clair, les troupes françaises ont tiré la mitrailleuse sur la population, c'est ça? C'est bien ça, à partir des engins blindés. D'accord. Il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. D'accord. Alors maintenant, donc ça c'était en 2004, on est bien d'accord? C'est bien ça, maître. Alors on va revenir en 2010-2011, et ma question, pendant la crise, c'est-à-dire jusqu'au 11 avril, ou 12 avril si vous voulez, 2011, y a-t-il eu des attaques de troupes françaises contre les troupes ivoiriennes? Alors, pour ces attaques, personnellement, je ne les ai pas vécues. Donc, c'est suite aux informations qui m'ont été données. Le camp d'Akwedo a été attaqué. Je crois la poudrière est détruite. La résidence du président a été bombardée. Là, ce sont les renseignements que j'ai vus, mais je ne les ai pas vus en action ni en œuvre. Mais de la position où j'étais, c'est-à-dire de la résidence où j'étais, je voyais quand même, après le bombardement, l'hélico qui tournait. Et ça, je l'ai bien remarqué, c'est un hélico français. Qui tournait et qui bombardait, c'est ça que vous voulez dire? C'est bien ça, parce qu'il tournait et quand il repartait, comme on le savait, c'est pas le bruit. Voilà. D'accord. Alors, à votre connaissance, y a-t-il eu des tentatives des troupes françaises ou des services spéciaux français de tuer le président Gbagbo? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas des situations que j'ai vécues personnellement. De ma résidence qui n'était pas très loin de la résidence du président Laurent Gbagbo, je voyais donc l'hélico qui revenait vers ma position, qui repartait, qui bombardait. Là, par les bruits, je savais que c'était un bombardement. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y avait des experts et autres là qui voulaient le tuer. Ça, je ne suis pas informé. D'accord. Alors, je vais vous lire un rapide extrait des transcrits français édités de l'audience du 26 septembre 2017, page 13, ligne 26 à 28 et page 14, ligne 1 à 8. Et vous répondez, vous expliquez aux représentants d'accusation ce qui s'était passé lorsque vous étiez à l'ambassade d'Afrique du Sud. Alors, je cite, et c'est vous qui parlez. Donc on a discuté, et puis bon, elle a réussi à me convaincre. Et je suis reparti vers Madame l'ambassadeur, et je lui ai dit, bon Madame, je crois que nous allons renoncer à partir en exil. Nous allons rester. Et c'est là qu'elle va me dire, ah non, mais général, je ne peux pas vous laisser sortir. Vous savez que mon gouvernement est informé. S'il vous arrive quelque chose, je suis responsable. Donc elle a voulu un peu m'effrayer. Elle me dit, mais est-ce que vous savez que la France a renforcé son dispositif? J'ai dit, oui, je le sais. En situation de crise, on renforce. Mais toutes les chancelleries, et là vous la citez encore, mais toutes les chancelleries ont été informées qu'ils vont bombarder le palais, même s'il faut tuer le président Gbagbo, ils vont le faire, mais dans tous les cas, ils ont décidé d'en finir avec lui. Fin de citation. Alors, ma question est simple. Avez-vous obtenu par la suite des informations
sur cette décision française d'en finir avec le président Gbagbo. Objection. Mr. MacDonald? Le président, Monsieur MacDonald, sur ce point, Madame, Messieurs, je demanderai aux témoins, et je suis désolée d'interrompre cet interrogatoire, mais il faudrait que le témoin quitte la salle d'audience, car nous souhaitons nous adresser à la Chambre. Le président, je voudrais savoir ce que ceci vient faire dans le procès. Quelle est l'importance de ceci pour le procès? Je me pose la question depuis quelque temps déjà. Fois factuellement et temporellement, puisqu'il s'agit de toute la période de début avril, qu'il y a des tentatives d'une puissance étrangère de se débarrasser du président, qu'il y a donc des combats et que le procès porte sur, entre autres choses, sur ces combats, savoir qui sont les protagonistes, qui fait quoi. No. Well, as far... Le président, selon moi, ce procès concerne les responsabilités présumées de l'accusé par rapport aux charges. C'est cela le périmètre de ce procès. Alors, je vous autorise à poser vos questions, mais je vous demanderai de bien vouloir abréger cette partie, car, à mon avis, ça n'a rien ou pas grand-chose à voir avec les charges. Les tentatives de meurtre ou de se débarrasser du président Gbagbo, j'essaie d'en savoir un peu plus sur les dates, sur les faits, sur savoir si elles ont été suivies des faits, et c'est extrêmement important. Il y a des charges qui portent sur le 11 avril, sur le 12 avril, etc. Tout est lié, si vous voulez, mais je m'en tiens à ce que vous avez dit, et je ne vais pas plus loin. Ok. Le président, très bien. Monsieur le procureur. Monsieur MacDonald. Monsieur le président, je comprends bien la position de la Chambre. Je ne rejette pas la pertinence des questions posées par la défense. Ça, c'est le premier commentaire que nous souhaitons faire. Je voudrais en faire un second, en dehors de la présence de ce témoin, car c'est quelque chose d'important qu'il faut préciser afin que la Chambre connaisse bien le contexte et afin que mon collègue, dans son interrogatoire, fasse preuve d'équité vis-à-vis du témoin. Cela prendra 30 secondes, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Mangou, puis-je vous demander de bien vouloir quitter le prétoire pendant quelques minutes? Le procureur souhaite s'adresser à la Chambre sans vous influencer. Sometimes I leave things go. Le président, parfois, je cède du terrain parce que je pense que si je m'exprime, cela peut plutôt perturber les choses, mais parfois, en fait, je dois saisir l'occasion d'intervenir quand même. Monsieur le procureur, Monsieur MacDonald, je n'ai pas le numéro de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'époque, il y avait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné un mandat, octroyé un mandat pour ce qui s'est passé par la suite. Donc, lorsque mon contradicteur pose sa question, et il s'agit d'un pays, en indiquant qu'il s'agissait d'un pays qui essayait d'en terminer avec Monsieur Gbagbo, il faut faire preuve de circonspection, car il y a tout un contexte juridique qui gravite autour de ceci. Ces mesures, donc, qui ont été demandées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, je voudrais que les questions soient placées dans leur juste contexte. Merci, le président. Je ne pense pas qu'il existe de base juridique autorisant des assassinats aux Nations Unies. Mais je comprends. Monsieur MacDonald, oui, mais la question était est-ce que nous avons essayé de tuer Monsieur Gbagbo? Ça, c'est quand même une autre question. Enfin, un brief ou à d'autres occasions.
La question ici, c'était de poser des questions précises et factuelles aux témoins. Et je reviens sur ce qui a été dit, la fairness de la question. Il n'y a pas plus fair, il n'y a pas plus juste que la question posée, puisque j'ai repris et j'ai bien fait attention de citer suffisamment des propos du témoin, je les ai repris verbatim en donnant le contexte pour lui permettre justement de répondre et éventuellement, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, Monsieur le Président, peu de temps avant, de préciser sa position. Tous les commentaires éventuels sur pourquoi, comment la position de la France ou pas la France, ou etc., c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec Si le témoin veut en parler, il peut en parler, il est tout à fait libre. Toujours dans cette veine, en finir, c'est le témoin qui parle. Moi, je me suis contenté de citer le témoin. Et donc, pas la peine de construire quelque chose là-dessus, puisque c'est le témoin qui parle, c'est lui-même qui sait ce qu'il dit, c'est un monsieur suffisamment évolué, un grand garçon qui sait, qui est responsable de ses propres paroles, et qui peut les expliquer s'il en a envie, ou pas d'ailleurs. Je me suis contenté de citer ce qu'il avait dit. No. ERN, Your Honor. Monsieur McDonald, alors le numéro RN, Monsieur le Président, à titre de référence, nous sommes en train de vérifier les autres, mais il s'agit CIVOTP 0002 0616 pour la cote ERN et nous pouvons voir si cela fait déjà partie du dossier ou fait partie des documents qui seront présentés directement. Voilà, il s'agit de la référence idoine à propos de ce débat. Tout ce qui sera démonstration, argumentation, éventuellement plaidoirie, sera fait en son temps. Je ne vois pas l'intérêt d'intervenir pendant mon contre-interrogatoire en essayant de présenter un argument. Of course. Of course. Le Président, bien sûr, bien sûr. Bien. Donc, je vous avais demandé d'être succinct et concis parce que je ne comprends toujours pas la pertinence de ce thème s'inscrivant dans le cadre du procès. Donc, pourriez-vous, Madame, demander aux témoins de revenir dans le prétoire? Mr. Mangoose. Le Président, Monsieur Mangou, excusez-nous de cette interruption. Mais nous sommes maintenant disposés à vous entendre à nouveau. Maître Altid, vous avez la parole. Alors, on en était aux attaques de l'armée française. Et j'ai une question rapide pour vous. Vous nous avez dit, on y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure, lorsque vous répondiez aux questions de l'accusation, que vous étiez rendu à la résidence du président, je crois le 3 avril. C'est ça? C'était le 3 avril? C'est bien ça, maître. D'accord. Ma question est simple. Cette résidence dont vous nous avez dit qu'elle a été, il y a quelques instants, attaquée, est-ce qu'il y a eu des morts à votre connaissance à la résidence du président à la suite des différentes attaques qu'elle a pu subir? Ma visite à la résidence le 3 avril, à ma visite, il n'y avait pas d'attaque encore. Hein. La résidence n'était pas encore attaquée le 3 avril. D'accord. Et vous n'avez pas eu d'éléments d'information postérieurs sur d'éventuelles attaques et les éventuelles conséquences en termes de pertes humaines? Aucune information. D'accord. Je vous demande une seconde. Hein.
À propos, euh, à propos de votre visite à la résidence, donc le 3 avril, je vous ai cité ce que vous nous avez dit, ou plutôt ce que vous avez dit au représentant du procureur il y a quelques jours, sur la volonté française de se débarrasser du président Gbagbo. Est-ce que vous en avez parlé au président Gbagbo lorsque vous l'avez vu le 3 avril? Alors, je l'ai expliqué ici. Dès que j'ai eu cette information, il faut le dire, ça ne veut pas dire que j'ai eu des experts qui, comparativement à votre question tout à l'heure, que je connaissais des experts qui voulaient mettre fin à la vie du président Gbagbo. Non. J'ai dit que Madame l'ambassadeur a dit cela, peut-être pour me dissuader de ne pas sortir. Mais quand il y a eu vent de cette information, la première des choses, je me suis dit qu'il fallait que j'aille rendre compte au président Laurent Gbagbo. Et j'ai expliqué ici aussi que je pensais le trouver tout seul avec tout ce qui se passait pour pouvoir parler au président calmement. Mais quand je suis arrivé, il y avait du monde dans la cour. Donc, compte tenu de l'attaque de ma résidence suite à la proposition que j'ai faite au président dans le cadre de sa démission, je me suis dit que si je venais dire ça ici, je ne savais pas comment j'allais ressortir de la résidence, compte tenu du fait qu'ils étaient confiants parce qu'il y avait une attaque sur le palais et qu'ils avaient repoussé l'attaque. Donc, je n'ai pas eu le courage de le dire au président. D'accord. Alors, une attaque sur le palais menée par qui? Non, je crois que les forces républicaines de Côte d'Ivoire avaient tenté d'approcher le palais, mais ils n'ont pas pu. Ceux qui se battaient les ont repoussés, donc ils étaient confiants. J'ai trouvé tout le monde confiant là-bas, donc je n'ai pas jugé utile de lui parler de ce que j'ai entendu à l'ambassade. D'accord. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore eu d'attaque contre la résidence, c'est ça? À ce moment, il n'y a pas eu d'attaque. Donc à l'issue de la réunion que le président Gbagbo a organisée, séance tenante, il est venu, il m'a dit, je vous reçois lundi. On était dimanche 3, il m'a dit, je vous reçois lundi. Il n'a pas pu me recevoir parce que à ce moment, les bombardements avaient commencé. Les bombardements de qui? Non, il y avait des attaques, il y avait des tirs, je crois que on ne pouvait pas sortir. Donc lui non plus ne m'a pas appelé, donc je ne suis pas sorti de chez moi. Des attaques, des tirs, par qui? Ça doit être les forces républicaines de Côte d'Ivoire, voilà, qui s'en prenaient à ceux qui défendaient le palais. D'accord. Est-ce que vous connaissez les circonstances de la mort du porte-parole de l'armée? Non, sincèrement, je n'ai pas vécu. J'ai pas vécu, mais suite à ce qu'on m'a dit, encore il faudra que je vérifie, qu'il aurait été pris à partie par un tireur. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Mais sinon, je n'ai pas vécu personnellement les faits. D'accord. Il se trouvait où quand il a été touché par ce tireur? Je n'ai pas demandé le lieu où il se trouvait. J'ai appris sa mort avec beaucoup de peine. Quand on m'a dit que c'était un tireur qui l'a tué, vraiment j'ai eu beaucoup de peine, je n'ai pas posé d'autres questions. Vous ignorez tout du lieu de sa mort? Je ne peux pas être affirmatif sur ce qu'on m'a dit sans que moi-même j'ai vérifié. Donc j'ignore tout du lieu de sa mort. Je sais qu'il a été tué, c'est tout. Et par qui, vous ne savez pas? Non, ça je ne sais pas. D'accord. Alors à propos du 3 avril, donc, vous nous avez expliqué, donc je vais vous demander de ne pas revenir sur ce que vous avez déjà dit, parce que c'était très clair. Vous nous avez expliqué que vous êtes arrivé à la résidence avec le général Dogbo, est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Il m'avait été demandé si j'étais allé seul. J'ai dit seul parce que je n'étais pas accompagné des éléments de ma garde, mais j'étais avec lui, j'ai demandé qu'il vienne, il est venu, et nous sommes partis dans un véhicule banalisé. D'accord. Alors, quand vous arrivez dans la zone de la résidence,
voyez-vous des troupes du Nord ou des troupes françaises? Alors, quand j'arrive dans la zone de la résidence, vous voulez également parler du trajet, c'est ça? Quand vous arrivez à peu près dans un périmètre pas trop... je veux juste savoir si dans cette zone-là, un peu étendue naturellement, il y avait des troupes du Nord ou des troupes françaises. Non, je n'ai pas vu de troupes françaises ni de troupes du Nord. D'accord. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de civils, notamment dans la cour de la résidence. C'est bien ça? C'est bien ça, maître. D'accord. À votre connaissance, ces civils-là, est-ce qu'ils avaient fait l'objet de tirs de la part de francs-tireurs, on dit en anglais snipers, placés autour de la résidence et notamment dans la résidence de l'ambassadeur de France? Quand je suis arrivé, tout est calme. Je voyais les civils marcher. Il y en a qui vaquaient à leurs occupations. Tout était calme. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez prévenu l'état-major des forces du Nord ou l'hôtel du Golfe et ou les responsables des forces françaises que vous alliez à la résidence ce jour-là? Non, je n'ai prévenu personne. C'est même une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Et c'est quand je suis ressorti de là que je me suis dit, mon vieux, que j'ai pas très bien réfléchi avant de m'y rendre. D'accord. Alors, vous sortez de la résidence et j'ai cru comprendre, mais confirmez-le moi s'il vous plaît, que vous rentrez chez vous après la résidence, c'est ça? Donc, après la résidence, je vais directement à la résidence de fonction. Pas à Yopougon, mais à Cocody. D'accord. Mais chez vous? Chez vous, la résidence de fonction, c'est ça? Oh, je n'habitais plus la résidence puisque j'avais déménagé, j'étais chez moi. Bon, Donc, je suis passé là-bas comme ça. Voilà. d'accord. Et vous prenez, mais alors, très rapidement, quel chemin pour aller là? De la résidence à Cocody, vous prenez quel chemin? Alors, maître, je ne sais pas si vous connaissez bien Abidjan. Vous avez la rue qui mène droit chez le président. Donc, je suis venu jusqu'au carrefour de l'Ivoire, là. J'ai longé la clôture, il y a la clôture du lycée classique. Donc, après le lycée classique, vous avez Interpol sur votre gauche. Il y a une rue qui va vers le lycée classique. C'est cette rue que j'ai prise pour redescendre directement à la résidence de fonction. Disons la rue des ambassades. D'accord. Alors, est-ce qu'il est juste de dire, vous nous avez dit que vous n'étiez pas très à l'aise à la résidence, est-ce qu'il est juste de dire que vous êtes parti rapidement et que vous avez tenté de rejoindre votre logement de fonction le plus rapidement possible? Non, je n'ai pas montré que je n'étais pas très à l'aise. À part les petits désagréments où on m'a fouillé, à l'issue de la réunion, le président m'a dit qu'il me recevait lundi. C'est quand la réunion a pris fin que je suis sorti. Donc, je ne suis pas parti très rapidement. Mais une fois dans la voiture, vous n'avez pas traîné. Vous êtes parti chez vous. Oui, une fois dans la voiture, bon, c'était pour me déposer à ma résidence, donc on est parti directement à la résidence de fonction. Vous étiez toujours avec Dogbo? Dès qu'il m'a déposé, et comme je l'ai souligné, dès que je suis sorti, le ministre Kadé a demandé que je fasse une déclaration. Donc, dès qu'on est arrivé, la presse était là, mais je l'ai précisé ici, c'était la presse du service des armées. Si vous permettez, je vous interromps une seconde, parce que, ça vous nous l'avez déjà dit, donc c'était très clair. La question est très simple, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est entre la résidence et chez vous à Cocody, est-ce que dans la voiture vous étiez avec Dogbo? Oui. D'accord.
Alors, vous nous avez dit que c'est sur ce chemin-là entre la résidence et Cocody que vous avez eu 5 véhicules de transport de troupes qui auraient été emplis de mercenaires et qui auraient été conduits par CKCK. C'est ça? C'est bien ça, maître. Alors, ma question. C'était quoi ces véhicules? C'était quel type de véhicule? Alors, il y avait des véhicules de transport de troupes, militaires et civils. Civils avec des ridelles, des gens qui étaient sur les ridelles, ce n'étaient pas des véhicules bâchés. Donc, il y en avait même qui étaient assis sur les ridelles. Il y avait 5 véhicules de ce genre. Ces cas étaient dans une Jeep qui n'avait pas de bâche également. Donc, eux, ils partaient de la résidence vers la ville et nous, on allait à la résidence. Alors, je vous demande pardon, mais le type là, le type de ces véhicules, c'était quoi? Vous voulez la marque, maître? Oui, mais c'est difficile de donner la marque. J'ai vu le flot de personnes, j'ai vu l'armement, mais je n'ai pas regardé la marque. Mais c'était des véhicules de transport de troupes. Alors, ces véhicules de transport de troupes appartenaient à quelle unité? Ça serait vraiment difficile de le dire, maître. Vous savez que je n'ai même pas jeté le coup d'œil au numéro d'immatriculation, même si j'ai jeté un coup d'œil au numéro d'immatriculation, il me serait difficile de dire à quelle unité appartiennent ces véhicules. Avec les chars, on peut le faire aisément parce que les chars ont un baptême de nom. Mais les véhicules, bon, c'est difficile. Donc, votre position, c'est que vous reconnaissez CKCK. Vous avez parlé, interrogé par le représentant de l'accusation, du visage. Donc, vous avez le temps de voir les visages des gens, leur accoutrement. Mais tout ce qui concerne les véhicules, vous ne savez plus rien, c'est ça? Non, je n'ai pas vu le véhicule, là. Je ne peux rien vous dire sur le véhicule. D'accord. Alors, monsieur, une question simple. Entre le 3 et le 9 avril, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, le 3 et le 9 avril, là, j'étais chez moi, à Cocody, dans une résidence. Mhm. Et vous étiez en contact avec des responsables de l'hôtel du Golfe ou des responsables de l'armée du Nord? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'avais signalé ici, j'avais demandé aux enfants, à mon épouse, de fermer leur portable. J'avais mon portable qui était ouvert. Et le premier contact que j'ai eu, c'est le contact avec Okuna. D'accord. Alors, vous nous avez dit, et je me tourne vers l'interprète pour voir si tout va bien, vous nous avez dit être allé faire allégeance à Ouattara le 12 avril. C'est bien ça. Et vous nous avez dit que l'ONU est venu vous chercher. Plus précisément qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu vous chercher. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors ma question, pourquoi l'ONUCI est-elle venue vous chercher alors que, je crois me souvenir que vous avez dit que les autres officiers sont venus à l'hôtel du Golfe par leurs propres moyens?
Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ils ont dû être transportés aussi par l'ONUCI. Je rectifiais ce qu'avait dit le capitaine Djebi, que les officiers s'étaient rassemblés chez moi à Abobo. Donc j'ai dit que je n'habitais pas à Abobo. C'était pas ma résidence. Il n'y a même pas eu de réunion, que chacun s'était rendu là-bas. Donc eux, je ne sais pas comment ils ont été transportés. C'est pas par leurs propres moyens qu'ils y étaient rendus. Je vais lire les transcrits français édités du 26 septembre, page 33, ligne 1 à 6. Et c'est vous qui répondez aux représentants de l'accusation. Donc je vous cite. Le général Berena m'a donné rendez-vous à ma résidence officielle à Cocody. Et c'est de là qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu me chercher. Chaque officier est parti par ses propres moyens. On n'est pas parti groupé. Pardon, on n'est pas parti regroupé. Chaque officier est parti par ses propres moyens. Donc on a dû attendre. Moi je suis arrivé aux environs de 9h, 9h30. On a dû attendre que tout le monde soit là pour commencer la cérémonie. Fin de citation. C'est bien ça. Peut-être c'est le thème propre moyen qui pose problème. Mais je voulais dire qu'on n'était pas groupés. Voilà. Donc ils ont peut-être dû être transportés aussi par l'ONUCI, mais je n'étais pas avec eux. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors ce véhicule de l'ONUCI qui vient vous chercher où? Alors rendez-vous a donc été donné à ma résidence officielle. Parce que c'était cette résidence qu'ils connaissaient, ils ne savaient pas où j'étais à Cocody. Donc dans cette période, vous étiez en contact avec des interlocuteurs de l'ONU, c'est bien ça? Non. Vous avez parlé de la période du 3 au 9 avril. Je n'étais en contact avec personne, mais quand il s'est agi d'aller faire allégeance le 12, effectivement, j'ai pris contact avec eux. Parce que là, vous avez bien précisé la période 3 au 9 avril. Pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que c'est l'ONU qui transporte un officier général ivoirien qui va faire allégeance à un nouveau président ivoirien? Vous comprenez, vous avez compris la position de cet officier ivoirien à qui on avait retiré la confiance tout simplement parce qu'il avait proposé au président de démissionner. Vous comprenez aussi que quand les armes sont venues, il n'a même pas reçu une seule munition. Donc j'étais dans une situation difficile. Vu tout ce qui se passait dans Abidjan, je ne pouvais pas tout seul prendre mon véhicule m'y rendre. Il fallait que je me mette sous, j'allais dire, le couvert de l'ONUCI pour aller au Golfe. Donc c'est ce que j'ai fait. Très bien. À propos de l'hôtel du Golfe, est-ce que vous y étiez rendu pendant la crise? Alors pour simplifier peut-être la question, je vais dire entre le début des élections, le premier tour, et le 12 avril. Seulement le 12 avril. Monsieur le Président, je vois l'heure et je vais aborder un autre thème. Peut-être pouvons-nous suspendre ici. Le Président, parfait. Donc nous allons maintenant faire notre pause déjeuner et nous reviendrons à 14h30
Ce sera notre troisième volet d'audience. L'audience est levée jusqu'à 14h30. Faut pas gâter le nom de Africa TV. Faut pas gâter le nom de Africa TV. Faut pas gâter le nom d'Africa TV. Faut pas gâter le nom d'Africa. C'est dans sa amusement, son nom est devenu trésor. Yeah, son nom est devenu Africa TV, oh, son nom est devenu trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu Trésor. La ville, oh, son nom est devenu Trésor. La Bayodé, oh, son nom est devenu Trésor. Pays Lago Polin, son nom est devenu Trésor. Africa TV, oh, son nom est devenu Trésor. Faut pas gâter le nom d'Africa TV, oh, sans trop gâter le nom d'Africa TV, sans trop gâter le nom de Mondoyo Alan, sans trop gâter le nom de Lago Poulin. Nieo, ton nom est devenu Trésor. Nieo, ton nom est devenu Trésor. Zouglou. Sei. Oye segi nana wuli edodo ni miani. Le biwa bile kulo kaye babonyo yimu na genyo nyana nana yiwa doble. Amalite o wle o avia. Salut les gars, moi c'est Lago Polin, Africa TV, les téléspectateurs bientôt. Ça va mousser. Les cocos sont pas sérieux. Savez-vous ce que l'on appelle un coco? Les cocos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. C'est là, c'est les cocos. Oh toi, moi c'est Yodé Jean-Martial, lead vocal du groupe Les Cocos. Je dis merci à Africa TV parce que c'est ceux-là aujourd'hui qui sont venus vers nous. Zouglou, Sei, j'ai la maladie, j'ai la maladie. J'ai la maladie, oh, faut pas me toucher. Ça coule le grand gazon, est parti voir sa copine. Jeanne qui a maigri, dit mon doudoué. Ne crains rien, c'est régime. Je suis d'aller Paul Toussaint à l'état civil. Mon surnom c'est Poignon, devenu bientôt US. En Zouglou, tout réussi. Bientôt les doyas sur le marché. Ça va mousser. Tous les matins, elle se précipite vers le plateau, lieu de fortune, bien habillé. C'est les mangemelles. C'est les mangemelles. Une fois là-bas, c'est la course bien des banques qui commence pour elle. Elle sort de bureau en bureau comme des singes tapage dans les arbres. C'est les mangemelles. J'ai dit, c'est les mangemelles. Je m'appelle Tibéo Kwame Lazare, alias Alan Choco, de Doya. Merci Africa TV. Grâce à vous, la musique ivoirienne et toutes les musiques d'Afrique évoluent. Merci. Et Victor. C'est qui ça? Ça veut dire